Et toi, Hervé, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ta vision de l'écobuage? Parce que là, du coup, on a beaucoup entendu. Ici, on sait bien. Ouais, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? J'ai un peu peur de dire des choses parce que j'entends qu'il y a déjà tellement de tensions dans les territoires que ça ne doit pas être facile de vraiment dire ce que l'on pense. J'entends deux grandes choses. Un besoin de faire la paix et de s'apaiser sur ces choses-là. Et faire la paix peut-être entre humains, mais aussi avec la nature. Et que là, il y a quelque chose qui est vital pour le futur. Et l'autre aspect, c'est la pédagogie. Car je viens d'une région, en Corrèze, où il y avait beaucoup d'écobuage. Aujourd'hui, tout le monde a arrêté ça. Tous les agriculteurs ont arrêté ça. En dehors de quelques personnes un petit peu âgées qui continuent de brûler un roncier à un moment donné. Mais c'est troublant de voir que le même public, bien sûr dans deux situations différentes, les mêmes agriculteurs dans les mêmes syndicats, d'un côté disent qu'il ne faut plus d'écobuage, et de l'autre côté continuent à le faire. Là, il y a quelque chose qui me semble étonnant et qui mériterait d'être un petit peu creusé. La relation vis-à-vis de la tradition, c'est aussi quelque chose de... C'est aussi quelque chose d'important. Merci beaucoup. Et j'entends là une situation que l'on rencontre très couramment en Afrique. Dans ces endroits où tous les petits agriculteurs, pour mettre en culture dans cette forêt tropicale, abondante, à Madagascar, à Madagascar aussi, mais en Afrique, même en Afrique. Oui, il y a plein d'endroits. Et donc où la tradition est de commencer par un écobuage, que ça c'est la tête de rotation de culture ou de pâturage ensuite. Au Pérou aussi, ils font pas mal ça. Voilà. Mais ça se faisait à toute petite échelle. Et ce que les gens n'ont pas perçu, c'est qu'aujourd'hui, c'est à très grande échelle, et qu'en Afrique, il y a des territoires entiers, où autrefois, il y avait peut-être merci, 30 ans, il y avait 1 à 2% du paysage qui était brûlé. Aujourd'hui, on est sur 30%. C'était 10 fois plus de surfaces qui sont brûlées. Voilà, parce que les exploitations grandissent et les besoins grandissent avec. Et en Afrique, il n'y a pas d'agrandissement des exploitations. Enfin, c'est de très grosses exploitations, hein. Mais ça vient des petites gens. Des petites gens qui ont l'habitude de faire comme ça. Et c'est la tradition, on commence par brûler son champ. Et quelquefois, chacun sur ses petites surfaces, avec peut-être plus de respect des limitations des champs et que le feu d'un endroit ne se propage pas à un autre lieu. Mais à tellement grande échelle qu'aujourd'hui, la communauté scientifique, la communauté économique est fortement interpellée par ça. On parle de réchauffement climatique, on parle de libération massive de carbone à certains moments de l'année. Et ces écobuages restent encore un grand pourcentage de tout ce carbone qui est en excès dans l'atmosphère. Et ça empêche la nature de stocker son carbone correctement. Et les études sur le sujet sont innombrables, dans plein d'endroits, à plein de latitudes différentes, dans plein d'endroits de la Terre, quoi. Voilà, donc... mais là aussi, c'est la pédagogie de montrer aux gens qu'il y a d'autres technologies, d'autres façons de faire pour arriver à cultiver, pour arriver à élever, sans être obligé de tout brûler. Au niveau de la PAC, cette PAC, là aussi, il y a énormément à redire. Et le mésamour de l'arbre, de la forêt, de l'arbre isolé, tout ça parce que nombre de ces bosquets vont supprimer une partie de l'aide et qu'aujourd'hui, ce qui finance l'agriculture, c'est majoritairement les aides. Et donc, c'est du bon sens que de supprimer les haies, de supprimer les arbres isolés,
de supprimer les arbres, même quelquefois un peu plus compacts, de ne pas laisser les zones s'arborer en fait, pour avoir droit à ces aides qui sont une vraie manne dans plein de territoires, et pour lesquels tant d'agriculteurs ne sauraient vivre aujourd'hui et ne sauraient continuer à rembourser leur crédit, ne sauraient continuer à pouvoir couvrir leurs charges sociales, enfin le minimum légal que tout agriculteur doit arriver à payer. Donc ça devient vital qu'il n'y ait pas d'arbres. Et ça, c'est un non-sens absolu, un non-sens fondamental. C'est terrifiant. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est terrifiant, mais la législation là aussi évolue. Dans son dernier rapport, le GIEC, maintenant, ça devient presque provocateur de parler du GIEC, parce que ce sont les grands méchants qu'il faudrait abattre, alors que ce sont des scientifiques principalement qui ont étudié les choses, et ensuite ça a été étudié et validé en fait par la technique, donc des expériences, des réalisations, et ça a été étudié aussi économiquement, principalement dans les centres de gestion, pour tout ce qui concerne l'agriculture, de savoir quels étaient les itinéraires les plus rémunérateurs techniquement, hors aide, mais sur l'argent que l'on peut gagner selon les méthodes de culture. Et le GIEC, sur son 3e tome, dont le 6e rapport, 3e tome, dans les chapitres qui vont parler de l'agriculture, en tête de chapitre, il y a marqué agroécologie, avec plusieurs catégories, dont l'agro-sylvo-pastoralisme. Qu'en fait, dans certains secteurs, il est beaucoup plus avantageux d'élever les animaux sous les arbres que loin des arbres. Et cet argument, techniquement, a été déjà largement éprouvé, notamment en Corrèze, et c'est pour ça que les producteurs préfèrent laisser en hiver, quand les sols sont très boueux, des bêtes sous les arbres. Parce que en fait, chez nous, on n'a plus de foin en été. On n'a plus d'herbe en été. Avec le réchauffement, l'été c'est trop sec, et on a de l'herbe au printemps, enfin on en a après à l'automne et en hiver, et donc on laisse ces animaux de plus en plus longtemps dehors, mais dès que c'est un peu l'humidité qui revient, les sols sont maltraités par le pétillement des animaux, donc dans les bois, ça se passe très bien. Et ce que l'on voit aussi, c'est que, surtout avec les vaches, au fur et à mesure qu'elles passent dans ces secteurs, les sous-bois deviennent complètement herbeux. Alors c'est vrai que la Corrèze est une zone de production de vaches, la fameuse race limousine qui fait sa fierté, son honneur, et dont les producteurs sont fiers d'être là-dedans. Et on les comprend. Mais dans les bois, il y a plus d'herbe. Donc il y avait déjà des dérogations qui permettaient de ne pas supprimer la prime à l'herbe dans tous ces secteurs où on pouvait montrer. Donc les agents de la Chambre d'agriculture se sont prêtés à ces expertises pour dire dans tel secteur, et sur le secteur c'est quelquefois tout le Causse de Brive notamment, toute la Haute-Corrèze, que dans les bois on a beaucoup plus d'herbe en été et on en a aussi en hiver. Donc ça permet d'économiser du foin, c'est très, très intéressant d'avoir ces arbres. Donc agro-sylvo, donc c'est de l'agriculture qu'on fait dans la forêt et du pastoralisme, voilà. Donc c'est un élément important qui n'est pas très novateur en fait. Quand on parle de tradition, cette tradition-là a été connue depuis nos ancêtres, et c'est pour ça aussi que ça peut être très, très compliqué d'entrer ça dans les arbres. Après, bon, il y a des façons de gérer les arbres pour qu'on ait suffisamment de... Et en été, justement, le fait d'avoir des arbres, et notamment tous ces arbres fourragers, permettent de nourrir le bétail. Et alors là, les chevaux, en été, mangent beaucoup de bois, beaucoup d'arbres, et tous ces arbres, pour peu qu'ils soient gérés, mais plutôt coupés en trognes, ou de les laisser entaillis, ça fait un fourrage intéressant les années où il fait très sec. Dans le Pays Basque et dans le Béarn, il y a encore pas mal de pluie. En 2022, je me rappelle que la première fois que je suis venu ici, c'était quand même un gros problème et les gens se posaient beaucoup de questions. Et donc ça peut être une voie technique d'expérimentation d'un premier temps et qui pourrait permettre aux producteurs d'évoluer. Mais ce que je crois comprendre, ce que je crois entendre, c'est que
en ce moment, il y a quelque chose d'un peu dogmatique qui fait que on fait comme ça et pas autrement. Et que ces dogmatismes-là, en fait, ne sont pas très pérennes, en fait, parce que ça ne va pas marcher. Hein. C'est invariable, pérenne. Ils ne sont pas très pérennes, pardon, excuse-moi. Mais je voulais faire une rime.